Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Mon invité cette semaine est Jean-Marc Delacoste-Larreymondi, conseiller régional et membre du Bureau national du Front National. Bonjour. Bonjour, monsieur Villard. Alors, cela fait plusieurs mois que nous tentons d'inviter dans cette émission la nouvelle secrétaire départementale du Front National en Charente-Maritime, Séverine Verbroek, qui vous a en effet succédé à ce poste l'été dernier à votre demande, par ailleurs. Elle est également conseillère régionale. Pour quelle raison? Est-ce qu'il y a un blocage à ce qu'elle vienne ici? Alors, non, je vous rassure tout de suite, il n'y a pas de blocage. Ah, bon. J'ai simplement été remplacé, à ma demande d'ailleurs, d'un commun accord avec le bureau politique national, parce que ça faisait 12 ans que j'étais secrétaire départemental. Je suis élu maintenant depuis le mois de décembre dernier. On ne peut pas tout faire dans la vie. Et puis, il faut que ça se renouvelle. Alors c'est pour ça qu'on l'a invité, c'est pour ça qu'on nous l'a invité. Et donc, l'opération s'est passée au mois d'août dernier, au mois d'août 2016. Séverine Verbroek est une très ancienne militante, elle est plus jeune que moi, bien évidemment, mais tout de même très ancienne militante. Elle a été candidate aux élections dans le passé. Elle a de l'expérience politique. Elle n'a pas d'expérience aux responsabilités, même locales, si vous voulez. Donc elle se réserve quelques mois, dirons-nous. Pour faire du média training. Pour faire du média training, pour être sûre d'elle, ce qui est parfaitement compréhensible. Donc c'est encore un tout petit peu juste, mais je pense que dans un mois, dans 2 mois, vous pourrez l'inviter. On en parlera par rapport aux candidats pour les législatives d'ailleurs. Oui. Je vous propose de commencer, si vous voulez bien, cette émission avec le bilan du groupe Front National à la région Nouvelle-Aquitaine. Je rappelle que vous êtes conseiller régional. Alors on le sait, être dans l'opposition régionale du fait du mode de scrutin et de la prime à la majorité, ça n'aide pas beaucoup pour s'opposer. Est-ce que c'est frustrant ? Alors, je vais vous dire, on est dans une situation, en région Nouvelle-Aquitaine, on est dans une situation un petit peu particulière par rapport à d'autres régions en France. Oui, bien sûr, c'est toujours un peu frustrant d'être dans l'opposition, en sens que on voit bien qu'à la fin des débats, quel que soit le sujet, c'est la majorité qui l'emporte, c'est la règle du jeu, bien entendu. Mais, toutefois, nous arrivons, et j'en rends grâce d'ailleurs au président Rousset à cet égard. Il faut reconnaître les qualités. Quand nous abordons des débats tout à fait techniques sur le budget, sur les transports, sur la formation professionnelle, l'apprentissage, il nous laisse la parole. À nous, l'opposition, et en particulier à nous, Front National. Nous sommes traités, je peux le dire, comme les autres, sans aucune sans discrimination, sans hostilité. Le président Rousset joue le jeu parfaitement de la démocratie. Alors là où ça devient difficile, c'est sur les débats idéologiques, évidemment, parce que c'est très vite la bronca dans l'hémicycle et ça s'arrête vite. Mais ce n'est pas frustrant, donc, en ce sens que nous pouvons faire entendre notre voix et nous pouvons imprimer notre marque. Alors justement, quelles sont les décisions de la majorité régionale que vous avez le plus combattues cette dernière année ? Alors d'abord par principe, parce que c'est aussi le rôle de l'opposition et que cela sous-tend des prises de position politiques et idéologiques. Nous votons systématiquement, chaque année, depuis 1 an, donc, puisque c'est récent, mais ça a toujours été la tradition aussi de l'opposition, d'ailleurs. Mais un fait concret, quelle qu'elle soit, décision politique nous votons contre le budget, régional, voilà, oui. Contre les orientations budgétaires et le budget. Qu'est-ce qui vous ennuie? Pas forcément contre sur tous les chapitres, mais comme c'est un vote global, nous votons contre, forcément, parce que ça sous-tend une politique, c'est le reflet d'une politique bien souvent teintée d'idéologie. Qu'est-ce qui vous ennuie le plus, par exemple, sur ce budget ? Écoutez, cette année, puisque c'est mon expérience de cette année 2016, c'est l'héritage de Poitou-Charentes. Certes, la majorité actuelle du Conseil régional n'y est pour rien, puisque c'est l'ancienne majorité de Ségolène Royal en Poitou-Charentes qui nous laisse des conséquences absolument catastrophiques sur le plan financier. Néanmoins, alors donc, on a passé l'année là-dessus en réalité. On a passé là toute l'année 2016 à décortiquer. Quelques jours. Oui. Alors à décortiquer. Alors nous avons voté en l'occurrence contre nous, groupe Front National, mais comme d'autres groupes d'opposition. D'ailleurs, les Républicains, l'UDI et le MoDem, me semble-t-il, déjà les orientations budgétaires du mois de décembre et le budget 2017. Sur lequel nous sommes intervenus lundi dernier. Je répète ma question. Qu'est-ce qui vous déplaît à ce point dans ce budget présenté par Alain Rousset ? Si vous voulez, il est inscrit pour personne que le Front National, depuis toujours, s'est positionné contre la loi NOTRe. La loi NOTRe qui a institué notamment ces super grandes régions. Et la région
La nouvelle région Aquitaine est emblématique à cet c'est égard, un peu- parce qu'elle résulte de la fusion des 3 anciennes régions. Alors en quoi, par exemple, sommes-nous contre ? La loi NOTRe a dévolu, a vidé de sa substance sur bien des sujets les compétences du département, par exemple. Bon. En matière de transport, un des débats importants de lundi dernier à la séance plénière était de voter, portait sur la dévolution des transports urbains, périurbains et périscolaires à la nouvelle région. Alors que la En loi quoi ça NOTRe, pose un problème? parce que nous sommes attachés au Front National, ça me donne l'occasion de le répéter, merci, nous sommes attachés au triptyque commune, département, État. Donc Ce qui est exactement l'inverse de ce vers quoi veulent nous engager les européistes, les idéologues européistes, dont fait partie M. Rousset, qui est un Girondin, qui l'assume parfaitement. pour vous, d'ailleurs. la structure régionale n'a pas de sens. Pour nous, la structure intercommunalité région n'a pas de sens. Alors, vous ne faites pas En tout cas, est contraire aux intérêts de la nation, nous semble-t-il. Vous ne faites pas beaucoup de publicité sur votre action à la région. Si. J'ai juste mon propos parce que, par exemple, vous êtes le seul groupe politique à la région Nouvelle-Aquitaine à ne pas avoir de site internet propre. Si. On peut voir ce qui se passe. Ah bah non, moi je suis allé sur le portail de la région, tous les groupes ont leur site internet, pas vous. Alors, je pense que vous faites erreur, je suis même sûr que vous faites erreur, Monsieur Villain, pardonnez-moi, parce que le groupe Front National à la région a un site. Un site internet? Non, pardon, pas un site internet, une page Facebook. Ah, une page Facebook, Une pas de page site Facebook. internet, d'accord. Voilà. Donc Vous j'avais avez bien en ce raison. sens, vous avez raison. D'accord. Mais donc, ça c'est ne nous pas une empêche façon... pas, ça nous empêche pas de communiquer, parce que comme vous savez, Facebook, Oui, mais Facebook, est un c'est plus vecteur restreint. de plus en plus Facebook, il faut important. s'inscrire, il faut être inscrit, il faut y aller. Alors que sur un site internet, c'est beaucoup plus large et Il c'est est ouvert en à tout le préparation, monde. mais pour le moment, Il est nous en nous préparation. satisfaisons beaucoup de Twitter et de Facebook, qui sont des vecteurs essentiels de l'information politique par les temps qui courent, vous le savez. J'insiste une dernière fois, le fait de ne pas avoir de site particulier par rapport à votre groupe, c'est pas une façon pour vous de dire que finalement, c'est pas très important. Ah non, pas du tout. Pas du tout. La meilleure preuve, c'est que nous efforçons de communiquer au maximum, notamment sur Facebook. C'est un choix. C'est un choix prioritaire. Je ne veux pas dire on est en train de préparer un site Internet. Mais pour le moment, Facebook nous convient parfaitement comme vecteur d'information. Facebook Et Twitter. Oui, Facebook et Twitter, qui sont pour nous les principaux médias. Alors, nous sommes à moins de 4 mois des législatives. Pour le moment, on ne connaît que 2 candidats Front National en Poitou-Charentes, vous-même à La Rochelle et Alain Verdun, grâce à une fuite dans la presse, à Châtellerault. Bon. Quand est-ce que vous rendrez publique la liste des candidats Front National en Poitou-Charentes? Alors, ça ne dépend pas que de nous, Monsieur Villain, localement, nous les responsables locaux. Ça dépend de notre commission d'investiture au Front National. Nous avons des procédures internes. Alain Verdun, puisque vous le citez, moi-même, mais aussi Séverine Verbroek, qui m'a succédé au secrétariat départemental en Charente-Maritime, nous avons été ce qu'on appelle préinvestis. Nous sommes donc maintenant responsables, chacun de notre circonscription. En attendant l'investiture définitive, qui ne devrait pas tarder d'ailleurs. Il y a une date d'ici, prévue, oui, je pense que d'ici fin février, donc c'est quand même assez proche. D'ici Donc fin c'est les février, instances nationales qui décident? absolument. D'accord, C'est qui la valide. commission d'investiture. D'accord. Alors, il y a tout lieu de penser, mais je ne veux pas déflorer le sujet. Moi, a priori, je n'ai pas d'opposition, de candidature, d'autres candidatures sur ma circonscription. Sur la première, Alain Verdun non plus, je pense. Donc, je pense que nous serons confirmés dans notre investiture. Mais L'idée, c'est de formellement, prendre- formellement, nous ne voulons pas communiquer sciemment là-dessus tant que la procédure interne de confirmation des investitures n'est pas On va en arrivée parler au bout. juste avant. La candidature d'Alain Verdun dans la 4e de la Vienne, elle est vécue par certains comme un, on va dire, un mini parachutage. L'idée, est-ce que c'était d'imposer finalement un tenant de la ligne Marine Le Pen dans cette Non, circonscription n'y voyez- qui est, on va dire, la plus favorable au Front National en Poitou-Charentes? Non, n'y voyez absolument rien de ce genre. Alain Verdun est secrétaire départemental depuis au moins 2 ou 3 ans, me semble-t-il. Mais il a Poitiers. Ben, il est à Poitiers. Et la 4e circonscription, c'est Loudun-Châtellerault. Ah, mais ça, chacun dans son département imagine les meilleures configurations. Mais non, enfin, moi je parle de ce que je connais, c'est-à-dire mon département. Je ne suis pas au fait au quotidien de ce qui peut se passer dans la Vienne. Mais Donc il n'y a pas de problème de cohérence. Ah non, je ne crois pas du tout, non. Non, tout le monde est cohérent là où il est.
Et si Alain Verdun n'est pas candidat à Poitiers, il est candidat ailleurs, c'est peut-être que la circonscription est meilleure, probablement, pour l'affichage, je ne sais Il y pas. avait un candidat qui voulait être candidat, lui, Thomas Fayolle, qui du coup est parti du Front National. Alors ça, je l'ignore, parce que je ne m'occupe pas de la Vienne, monsieur Villain. Enfin, vous avez quand même un regard sur Poitou-Charentes, vous avez été le responsable un petit peu Poitou-Charentes. Non, il n'y a pas de secrétaire régional, non. Et ça ne dépend pas du bureau politique, ça dépend exclusivement de la commission d'investiture. Est-ce qu'il y a d'autres cas où des candidatures posent aujourd'hui encore problème ? Je parle dans la région, ou dans Charente-Maritime, ou dans les Alors, Deux-Sèvres, je ne vous répondrai pas sur les départements que je connais moins. Moi, je peux vous répondre sur le département de Charente-Maritime. Vous faites partie du bureau national. Oui, mais encore une fois, les questions d'investiture échappent au bureau politique. C'est vraiment l'instance indépendante du bureau politique qui est maîtresse des désignations pour ces législatives. Alors, je répète ma question. Est-ce qu'avec, on va dire, le succès attendu, en tout cas dans les sondages sur les législatives pour le Front National, est-ce que ça pose plus de problèmes de multiplication de candidatures spontanées ou pas, d'ailleurs, au sein du Front National ? Alors, disons que c'est plus facile, c'est devenu plus facile au fil du temps de susciter des candidats, de trouver des candidats. Donc, le choix devient plus large, certainement. Mais voilà, alors il y a des départements qui sont certainement plus faciles que d'autres. En ce qui concerne la Charente-Maritime, puisque c'est là que je serai vraisemblablement candidat, il n'y a pas a priori de problème. Alors il y aura la quantité, est-ce qu'il y aura la qualité ? Dans une note interne l'an dernier... Mais je ne vous permets pas de dénier, de mettre en doute la qualité de nos futurs candidats. Parce que dans une note interne l'an dernier, Nicolas Bay, le secrétaire général du Front National, donc le numéro 2 on va dire grosso modo, posait les bases de la période d'essai pour les candidats, les futurs candidats aux législatives, histoire d'éviter les dérapages verbaux qu'il y avait eu lors des campagnes départementales et régionales 2015. C'est exactement ce que je vous expliquais il y a un instant. Nous avons été préinvestis sur les 5 circonscriptions de Charente-Maritime. La période d'essai, ça c'était au mois de décembre à peu près, novembre-décembre. C'était quoi concrètement cette période d'essai ? La période d'essai, c'est mettez en ordre de marche la circonscription dans laquelle vous êtes préinvesti. Vous êtes responsable de la circonscription. Vous n'êtes pas investi encore définitivement. On jugera sur pièce, en 3 mois, 4 mois, ce que vous avez pu faire de votre circonscription. On regarde un peu aussi les déclarations sur les réseaux sociaux pour éviter absolument, les dérapages. Absolument. Là, notre direction nationale est très attentive sur le sujet, justement pour éviter, par prudence, par précaution, pour éviter tout dérapage, toujours possible, vous le savez bien, parce qu'on est emporté par son verbe, bien parfois. Il faut faire très attention, mais surtout parce que souvent nous avons de nouveaux candidats qui ne l'ont jamais été. Donc des erreurs de casting peuvent toujours être possibles. C'est humain, je dirais. Pour la commission d'investiture qui, au surplus, est au siège à Nanterre et qui n'est pas locale. Vous le regrettez ? Non, je ne le regrette pas du tout. Ça. C'est du centralisme politique. Non, mais ça a toujours été d'abord au Front National. Mais justement, vous pourriez évoluer. Non, pas du tout. Alors, ceci étant, il est bien évident que ce ne sont pas des imbéciles à notre direction nationale. Mais vous n'avez pas votre mot à dire. Mais bien sûr que si. Ils se reposent évidemment et prioritairement sur l'avis de ceux des locaux qui connaissent bien le terrain ou des responsables locaux. Est-ce que des candidats ouvertement favorables à Jean-Marie Le Pen ont des chances d'obtenir le blanc-seing du parti ? Non, je ne crois pas du tout que les choses se passent de cette façon-là. Ce n'est pas un critère. Tout le monde au Front National a beaucoup de respect et de fidélité pour Jean-Marie Le Pen. Ça a commencé par moi, puisque j'ai vécu cette période-là. Je suis un historique du Front. Ça ne nous empêche pas tous, évidemment, d'être unanimement et sans la moindre réserve derrière Marine Le Pen pour cette élection présidentielle et a fortiori pour les législatives. Alors, sauf que Jean-Marie Le Pen s'apprête, lui, à parrainer pour les législatives des candidats concurrents de ceux du Front National. Vous en pensez quoi ? Écoutez, nous verrons bien d'abord s'il va au bout. Mais évidemment, il a l'air d'aller au bout puisqu'il a déjà gagné sa bataille judiciaire contre sa fille. Ça fait partie. Il reste président d'honneur du Front National, d'ailleurs. Il reste président d'honneur du Front National. Bon, ça fait partie de la querelle entre Jean-Marie, désolante d'ailleurs. Tout le monde est désolé de cette affaire-là. Mais les Le Pen sont des gens de tempérament, vous le savez. C'est une le père comme la fille. Mais ça ne met absolument pas en péril les grandes orientations politiques. Il ne vous a pas échappé que dans les 144 propositions, globalement, les fondamentaux du Front National sont toujours là. Jamais un parti politique n'a été aussi identifié par une famille. C'était une force à un moment donné. Est-ce que ce n'est pas une faiblesse aujourd'hui ? Entre Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen ?
Écoutez, avec toutes les bisbilles qu'il y a, qui défait la chronique. Non, moi je ne crois pas. Jean-Marie Le Pen Ça décrédibilise pas votre mouvement? Pas du tout. Moi je ne crois pas du tout. En tout cas, il faut rendre grâce évidemment à Jean-Marie Le Pen et que ce ne soit pas interprété, ce que je suis en train de vous dire, comme une quelconque défiance vis-à-vis de Marine. Bien au contraire. Sinon, la candidature, vous l'aurez pas. Hein. Tout le monde s'accorde à considérer que Jean-Marie Le Pen a évidemment jeté les bases d'un grand mouvement populaire que Marine Le Pen prépare à l'accession au pouvoir maintenant parce que les circonstances le permettent et parce qu'elle a maintenant une équipe extrêmement forte pour lui prétendre d'assumer les responsabilités. Alors, avant de savoir quels sont vos objectifs électoraux pour cette année, je vous propose de voir quelle était la force électorale du Front National dans les 4 départements de Poitou-Charentes lors des dernières législatives. Regardez. En 2012, le Front National a présenté des candidats dans les 15 circonscriptions du Poitou-Charentes, mais il a été éliminé partout dès le premier tour. Il a cependant franchi la barre des 10% des voix dans 9 circonscriptions, et c'est dans celle de Châtellerault que le FN a réalisé son meilleur score, avec 14,6% des voix, juste un peu plus que dans les 2 circonscriptions du Sud Charente-Maritime, où les candidats FN ont totalisé de 13 à 14%, notamment pour Jean-Marc Delacoste-Larreymondi sur Royan-Ouest face à Didier Quentin. En revanche, dans la 2e circonscription de la Vienne, dans les 3 circonscriptions des Deux-Sèvres et à La Rochelle, les candidats du Front National ont réalisé il y a 5 ans des scores plus faibles, entre 6 et 9% des voix. Retour sur le plateau de Dimanche en politique avec Jean-Marc Delacoste-Larreymondi, conseiller régional Front National et candidat aux prochaines législatives à La Rochelle. Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés pour ces législatives 2017 en Poitou-Charentes? Encore une fois, vous me présentez comme candidat aux prochaines législatives à La Rochelle, sous réserve de la décision finale de la commission d'investiture. Oui, on a compris, il ne fallait pas que vous disiez trop que vous aimiez Jean-Marie Le Pen, parce que sinon ça peut être Non, compliqué. c'est pas ça du tout. Tout le monde aime Jean-Marie Le Pen au Front National. Je vous mets à l'aise tout de suite, mais nous regardons vers l'avenir maintenant. Alors, donc, vos objectifs électoraux, je vous écoute. À nos objectifs électoraux pour... alors d'abord, nous sommes en campagne présidentielle, ça ne vous aura pas échappé, nous ne sommes pas encore dans la campagne législative. Après. Bon. Alors la législative, c'est un peu tôt pour en parler. Oui, mais dans quelques semaines, vous aurez vos candidats. Vous m'avez dit fin février, oui. Donc on y est là. Oui. Donc il va falloir quand même avoir des objectifs, j'imagine. Certes, mais nous rentrerons en campagne législative qu'après la présidentielle. Bien sûr. Pour ne pas parasiter la campagne présidentielle, chacune a ses spécificités. On peut néanmoins avoir des objectifs. Les candidats seront connus, mais ils ne rentreront vraiment en campagne qu'après la présidentielle. Pourquoi? Ne serait-ce que parce que nos scores respectifs à tous les candidats aux législatives dépendront bien sûr, évidemment infiniment du résultat de Marine à la présidentielle. Néanmoins, 15 circonscriptions. Allez, Jean-Marc Delacoste-Larreymondi, 15 circonscriptions en Poitou-Charentes. Vous tablez-vous sur une victoire finale? Un siège de député dans combien? Est-ce que vous l'imaginez? Et si oui, combien? Alors, encore une fois, ne me faites pas parler sur des départements qui ne sont pas les miens. Je ne suis pas responsable de la Charente, ni des Deux-Sèvres, ni de la Vienne. Oui, mais vous connaissez un petit peu ce qui se passe à régional. Châtellerault, vous connaissez la circonscription dans la Verdun, par exemple. Je n'ai même pas en tête la totalité des préinvestis dans les départements voisins. J'ai en tête, évidemment... parce que c'est mon département, en Charente-Maritime. Ne me faites pas parler sur les autres. Alors en Charente-Maritime. Parce que je risque de vous dire des bêtises, des choses qui ne correspondront pas à la réalité. En Charente-Maritime, écoutez, moi je suis moi-même candidat sur la première circonscription, La Rochelle et l'île de Ré. Si je remportais la... Détenu aujourd'hui par Olivier Falorni. Détenu aujourd'hui par Olivier Falorni. Si cette première circonscription tombait dans l'escarcelle du Front National, je pense qu'il serait révélateur d'un séisme politique qui peut peut-être d'ailleurs se produire lors de la présidentielle. Tout est possible par les temps qui courent, avec le réveil des peuples. L'élection de M. Trump aux États-Unis l'a montré. Le résultat du Brexit l'a montré. Les prochaines élections aux Pays-Bas et en Allemagne risquent de le montrer aussi. Tout est possible. Alors, vous le sentez bien, vous, dans les médias. On n'entend que ça. Tout le monde, maintenant. Marine Le Pen est la candidate... En tout cas, c'est la vôtre. Elle est en tête de tous les sondages pour le premier tour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous considérez comme acquis le fait qu'elle soit au second tour le 7 mai? Je pense qu'il est acquis. Il est acquis qu'elle sera au deuxième tour. Enfin, écoutez, on peut penser ce qu'on veut des sondages,
Mais ça fait plus d'1 an maintenant, me semble-t-il, je ne crois pas exagérer. La réponse était oui ou non. De toute façon, voilà. Donc, pour vous, c'est oui. Qu'elle est en tête de tous les candidats, quels qu'ils soient. En revanche, et qu'on la donne, et que vous, les médias, vous la donnez présente au deuxième tour. les sondages. Alors, en revanche, quel que soit le candidat qui se qualifierait pour le second tour, il battrait, selon les sondages toujours, Marine Le Pen. C'est ce qu'on appelle le fameux plafond de verre. Est-ce que vous croyez que ce plafond puisse être atteint? Bref, en d'autres termes, croyez-vous sincèrement en la victoire finale de Marine Le Pen? Écoutez, je crois que tout est possible, en effet, y compris la victoire de Marine Le Pen. Le plafond de verre, je n'y crois pas un instant. Il s'effrite tous les jours un peu plus. Les circonstances, évidemment, commandent, les événements commandent, mais pas seulement. L'affaire Fillon, c'est une bonne chose. La force de conviction de Marine Le Pen et de ses équipes, on le voit tous les jours dans les réunions, dans les reportages médias, etc. La force de conviction que nous déployons tous autour de Marine Le Pen fait que l'opinion a déjà largement adhéré, et même majoritairement adhéré aux idées nationales qui nous sont chères. On a l'impression que l'opinion adhère par désintéressement non, ou désapprobation du reste. Je parle par exemple de l'affaire Fillon. Est-ce que vous pensez que cette affaire va être bonne, va vous amener beaucoup d'électeurs? Je pense qu'inévitablement, alors il ne vous a pas échappé non plus, que nous ne surfons pas, comme on dit, particulièrement là-dessus. Nous sommes assez discrets. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Est-ce que c'est parce que Marine Le Pen a elle aussi plusieurs affaires qui la concernent? Non, pas du tout, parce que vous vous efforcez tous dans les médias de faire le parallèle entre ce qui est reproché à M. Fillon et ce qui est reproché à Marine Le Pen, qui n'est évidemment pas de même nature. D'ailleurs, si vous insistez pas plus que cela dans les médias, quand je dis vous, c'est pas vous, mais François. Si vous voulez, moi je vais insister un petit peu alors. Il y a l'affaire C'est que ça ne prend pas dans l'opinion, parce que pour le moment, c'est vrai, ce sont deux problèmes de nature totalement différente. Chez Marine Le Pen, il n'y a pas d'enrichissement personnel, il n'y a pas de problème d'argent. Et il n'y a pas d'emploi fictif. Donc si, emploi fictif pour le moment sur les... Ah bah si, c'est en tout cas, selon l'Office antifraude du Parlement européen, c'est exactement ce qui est reproché à Marine Le Pen. Si vous voulez qu'on ait quelle considération là-dessus, je vais vous en donner quelques-unes, quoique je ne sois pas du tout au cœur de ces dossiers-là. Mais bon, vous représentez ce parti, enfin, c'est votre candidate. Je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants des uns et des autres. Pour l'affaire des assistants au Parlement européen, le préjudice s'élève à 335 000 € pour une période allant de 2006 à 2010. Oui. Une information judiciaire a été ouverte en décembre dernier pour abus de confiance et recel, escroquerie en bande organisée, faux usage de faux et travail dissimulé. C'est une information judiciaire. Oui, c'est une information judiciaire. Voilà. Mais il y en a d'autres. Hein. Il y a l'affaire du financement des campagnes électorales. Là, il y a des mises en examen, 7. Oui, plus 3 personnes morales. Oui, enfin, moi, je ne veux pas préjuger, et vous entendez... Pour escroquerie, recel d'abus de biens sociaux, faux usage de faux. Vous n'entendez pas particulièrement les dirigeants du Front National enfoncer M. Fillon plus que de raison. Est-ce que c'est pour cette raison? Non, c'est par prudence, parce qu'on ne sait pas en effet ce qui peut en résulter, et que nous n'avons pas non plus accès au dossier, donc nous ne connaissons pas non plus tous les tenants et les aboutissants. Donc, si vous voulez... qu'est-ce qu'on reproche à Marine Le Pen dans cette affaire-là, dans cette affaire d'assistant au Parlement européen? D'abord, c'est un conflit uniquement entre le Parlement européen et Marine Le Pen. La justice française n'a rien à voir là-dedans. C'est un conflit avec l'OLAF, qui est l'organisme... l'Office de lutte antifraude. De lutte antifraude au sein du Parlement européen, qui d'ailleurs est totalement confondu avec le Parlement européen, dont l'ancien président, M. Schulz, est monté au créneau depuis fort longtemps pour essayer d'abattre et de faire taire les groupes eurosceptiques, notamment le nôtre, au Parlement européen. Donc c'est un conflit... que Marine Le Pen doit de l'argent et elle rembourse avec des pénalités sur son salaire de parlementaire. Mais c'est un conflit entre le Parlement européen et Marine Le Pen. Quel est le problème de fond, là, et qui va vous montrer qu'il est de nature totalement différente de celui de M. Fillon? Il n'y a pas d'emploi fictif, il n'y a pas d'enrichissement personnel. C'est pas ce que dit l'OLAF. Bon, mais je signale... Pas d'enrichissement personnel, on ne sait pas ce... Non, mais je puisque Marine Le Pen dit que l'argent n'a pas été donné à... Allez jusqu'au bout de votre information, monsieur on ne sait pas où est parti l'argent. Marine Le Pen a porté plainte contre l'OLAF. Bon, donc il y a les deux volets, n'est-ce pas? Il y a l'OLAF qui se plaint d'agissement de Marine Le Pen, mais il y a Marine Le Pen qui porte plainte contre l'OLAF. Tout ça est éminemment politique au sein du Parlement européen. Quel est le problème de fond? C'est que Marine Le Pen par rapport à ces allégations. Non, Marine Le Pen. Aucun. Qu'a-t-elle fait? Elle fait prendre en charge par le Parlement européen sur les frais dont sur les enveloppes dont elle dispose pour payer ses assistants. Elle a fait passer me semble-t-il, aux frais du Parlement européen, des frais d'assistants dont les médias explique qu'ils travaillent en réalité pour le Front National.
Bon. Mais on est dans une affaire éminemment politique. Où mettez-vous la frontière? Et c'est là toute la difficulté. C'est la raison pour laquelle Marine Le Pen a porté plainte contre l'OLAF. C'est que quand vous avez une assistante comme Mme Griset ou M. Légier, qui est le garde du corps, bon, puisque ce sont eux qui sont en cause, qui travaillent H24, vous imaginez bien dans la position où elles sont, mais H24 pour Marine Le Pen. À quel moment arrête-t-il de travailler pour le fond? À quel moment arrête-t-il de travailler pour le Parlement européen? C'est impossible à savoir, et tout le fond du débat est là. Mais il n'y a évidemment pas d'emploi fictif, ils travaillent H24, ces gens-là. Sur la sous-estimation du patrimoine de Marine Le Pen, ça c'est particulièrement important et ça elle est vraiment mise en cause. De quoi me dites-vous, pardon? L'affaire de la sous-estimation de son patrimoine peut subir une peine allant jusqu'à 3 ans de prison. Le parquet national a ouvert une enquête préliminaire il y a 1 an et le fisc réclame 3 millions d'euros à Marine et Jean-Marie Le Pen. Vous savez, ça fait au moins 25 ans. Grosso modo, est-ce que ça signifie que le Front National, finalement, est comme tous les autres partis, finalement, voilà, mais pas dans le bon sens? Eh bien, je ne crois pas du tout, d'abord. Et ensuite, le peuple français, visiblement, ne le croit pas un instant, puisque chaque jour qui passe fait monter Marine Le Pen d'1 point ou 1,5 point dans les sondages. Vous savez, par rapport on va parler du programme très rapidement, le programme, les 144 mesures, ne sont pas chiffrées. Ça pose un problème. Il y a, par exemple, la retraite à 60 ans avec 40 annuités de cotisation. On a calculé que ça coûtait 32 milliards d'euros d'ici 2040. Le retour aux francs, 7 milliards d'euros par an, 50 milliards d'euros par an pour les entreprises. Vous croyez que ce sont des calculs très justes? L'embauche massive des policiers, des gendarmes, des militaires, 85 milliards d'euros par an. Enfin, les gens essayent, des économistes essayent de chiffrer ce qu'une politique... Pourquoi d'ailleurs? Elle n'est pas le seul à le faire, à ne pas le faire. Pourquoi ne pas chiffrer un programme politique? Non, je m'inscris en faux sur ce que vous dites. Il n'y a pas chiffré. J'ai vu les 144 propositions, il n'y a pas de chiffrage. Non, mais il n'y a pas de chiffrage au sens comptable du terme. On n'a pas aligné, on n'a pas fait des additions ou des soustractions. Bon, parce que nous ne sommes pas là pour faire de la comptabilité au stade où nous en sommes. Nous sommes là pour faire de la politique. Donc nous affichons des objectifs. Alors évidemment, à un moment donné, il faut dire combien ça va coûter. Voilà. Si, c'est parfaitement réaliste. Nous avons déjà dit, et c'est répété en boucle pendant cette campagne présidentielle, qu'il y avait de gros gisements. Alors, tout ça reste à chiffrer précisément. Mais les gros gisements d'économie dont il est fait état par Marine Le Pen, c'est quoi? C'est la fraude sociale, c'est l'AME, l'aide médicale d'État, c'est d'abord et avant tout, et surtout, toutes les dépenses liées à l'immigration, qui ont été chiffrés par d'éminents spécialistes, je pense notamment à M. Gourevitch, qui a écrit des bouquins là-dessus, entre 50 et 80 milliards par an. Et l'Allemagne et la Suède, qui ont eu beaucoup de migrants, ont retrouvé une croissance supplémentaire depuis qu'ils sont arrivés. Il y a aussi là des deux choses, deux poids, deux mesures. Vous croyez que ce sont les migrants qui ont fait la croissance des pays du Nord? Nous pensons l'inverse. On en reparle, Jean-Marc de la Costa Raimondi, la prochaine fois qu'on se revoit d'ici les élections. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir accepté. Mais oui, ça va trop vite. Merci d'avoir accepté notre invitation pour voir ou revoir ce numéro de Dimanche en politique. Vous rendez-vous sur notre site internet.